Lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné l'invasion de l'Ukraine en 2022, il était convaincu que sa soi-disant opération militaire spéciale réussirait. On comprend facilement pourquoi. Poutine avait une armée plus nombreuse, une économie plus solide, et un approvisionnement apparemment sans fin en soldats et matériel militaire pour remplir la mission. Cependant, au fil des années de guerre, les ressources du Kremlin commencèrent à diminuer. Chars et véhicules d'infanterie anéantis. Les flottes se sont réduites, les défenses se sont amoindries. Et maintenant, enfin, Poutine est en train de manquer peut-être de la ressource militaire la plus vitale de toutes, les hommes. Et sans des hommes prêts à mettre un casque, à lasser leurs bottes et à marcher vers les zones mortelles du front, risquant leur vie pour la gloire de la mère patrie, la Russie n'a aucune chance de gagner cette guerre. Poutine ne l'avait jamais vu venir. Lorsque la guerre a commencé, la Russie possédait l'une des plus grandes armées du monde, avec environ 900 000 soldats en service actif et des centaines de milliers de paramilitaires en réserve. En comparaison, l'armée ukrainienne comptait moins de 200 000 soldats. Les tendances historiques montrent que les envahisseurs subissent généralement plus de pertes que les défenseurs, dont les commandants russes s'attendaient probablement à subir un certain nombre de pertes. Mais ils ne pouvaient certainement pas imaginer l'ampleur des pertes qui attendaient leur armée. Malgré les pronostics, l'Ukraine a montré une grande résilience tandis que les pertes russes se sont accumulées. Au premier stade de la guerre, le Kremlin a subi plusieurs milliers de pertes chaque mois. En 2023, ce chiffre était passé à environ 15 à 20 000. En 2024, il a dépassé la barre des 30 000, atteignant même brièvement plus de 40 000 vers la fin de l'année. L'année 2025 a connu des pertes tout aussi dévastatrices, avec une moyenne d'environ 30 000 par mois, et cela s'est poursuivi jusqu'en 2026. Pour mettre ce chiffre en perspective, pendant la guerre soviéto-afghane, qui a duré de 1979 à 1989, les soviétiques ont perdu entre 15 000 et 20 000 soldats au total, sur près d'une décennie. Aujourd'hui, la Russie en perd plus que cela chaque mois. Au total, on estime qu'elle a subi plus de 1,3 million de pertes, avec environ 500 000 morts et près d'1 million de blessés supplémentaires. Ce chiffre dépasse de plus de 5 fois les pertes totales du pays dans toutes les guerres russes et soviétiques depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris l'Afghanistan et les 2 guerres de Tchétchénie. Le Centre d'études stratégiques et internationales souligne que la Russie a subi plus de pertes que n'importe quelle grande puissance dans une guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le fait peut-être le plus stupéfiant est que ces pertes horribles étaient en réalité considérées comme soutenables aux yeux de Poutine et de ses acolytes du Kremlin pendant les premières années du conflit. Peu importait que des dizaines de milliers de soldats russes rentrent chez eux dans des sacs mortuaires. Peu importait que des frères, des fils, des maris et des pères soient massacrés en masse ou subissent des blessures qui bouleversaient leur vie. Peu importait, car l'armée avançait toujours, même si c'était assez lentement dans la plupart des régions. Et il y avait toujours plus de recrues prêtes et en attente pour renforcer les rangs. L'armée russe est même devenue plus grande durant les premières années de la guerre, grâce à la mobilisation partielle de 2022 et aux investissements dans le recrutement les années suivantes. De nombreux hommes valides à travers le pays se sont engagés volontairement pour combattre en Ukraine. La plupart ont été amenés à croire que la guerre serait terminée en un rien de temps, ou qu'ils n'auraient à servir que quelques mois avant de faire leurs valises et de rentrer chez eux. Beaucoup ont été trompés en pensant qu'ils pourraient gagner facilement de l'argent en s'engageant, en servant dans un endroit relativement sûr, loin du front, puis en rentrant chez eux pour profiter des fruits de leur travail. D'autres ont subi du chantage, ou ont été quasiment forcés de s'engager, les recruteurs russes usant de tactiques sournoises, exerçant des pressions sur les minorités ethniques et menaçant de déportation ceux qui refusèrent de signer. Les méthodes n'avaient pas vraiment d'importance. Tant que de nouveaux soldats compensèrent les pertes, la machine de guerre du Kremlin poursuivait son assaut contre l'Ukraine. Mais cela ne pouvait durer indéfiniment. Même dans un pays de plus de 140 millions d'habitants, il n'y a qu'un nombre limité de personnes valides réellement prêtes et disposées à se joindre au combat. Et plus le temps passait, plus ces mêmes personnes commençaient à réaliser que s'ils s'engageaient, ils signeraient très probablement leur propre arrêt de mort par la même occasion. Le recrutement est donc plus difficile et la Russie plus désespérée. Cela allait au-delà du chantage. On sortait des violeurs et des meurtriers de leurs cellules de prison, et on leur offrait la liberté s'ils acceptaient de passer 1 an au front. Ils ont envoyé des personnes atteintes de maladies invalidantes et terminales dans la mêlée.
Ils ont lancé de nouvelles campagnes de recrutement militaire mensongères, ciblant les étudiants en difficulté pour les inciter à partir à la guerre, en leur promettant sécurité loin du front et en comparant cela à un jeu vidéo. Ils ont ordonné aux écoles et entreprises de recruter activement des étudiants et employés pour leur faire signer des contrats militaires. Ils ont aussi utilisé leur influence à travers l'Afrique pour tromper des milliers de personnes d'autres pays et les pousser à combattre dans une guerre qui ne les concernait pas, risquant leur vie pour un pays indifférent. Sur le champ de bataille aussi, les commandants russes sont devenus plus impitoyables et brutaux dans la façon dont ils traitaient les troupes sous leur commandement, torturant, battant et exploitant ceux qui montraient ne serait-ce qu'un léger signe de vouloir déserter. Mais rien de tout cela n'a suffi à endiguer le flot de pertes et à empêcher l'armée russe de commencer lentement mais sûrement à se réduire. Les chiffres le prouvent. En décembre 2025, pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a officiellement perdu plus de soldats qu'elle n'a pu en recruter, avec 22 000 nouvelles recrues, ou mobilisées contre plus de 30 000 pertes confirmées. Les optimistes espéraient que c'était le début de quelque chose d'exceptionnel. Les pessimistes craignaient qu'il ne s'agisse que d'un cas isolé, un événement unique qui méritait d'être célébré, mais qui aurait peu d'impact à long terme. Puis est arrivé janvier 2026, et la même chose s'est produite. Et encore, en février, mars et avril. Pendant 5 mois consécutifs, le taux de perte de la Russie a dépassé son taux de recrutement. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une tendance, et cela devient maintenant une tendance à laquelle la Russie peine à trouver des réponses, car ses stratégies de recrutement n'obtiennent pas de résultats suffisants, et ses tactiques sur le champ de bataille continuent de provoquer des pertes dévastatrices. En effet, en février 2026, pour le 4e anniversaire de l'invasion, The Economist a publié sa propre modélisation des pertes russes, concluant que le pays avait subi autant de pertes au cours des 12 derniers mois qu'il en avait subi pendant les 3 premières années de la guerre réunie. En d'autres termes, les pertes augmentent fortement, alors que le recrutement baisse. C'est une catastrophe annoncée pour le Kremlin, et avec certaines estimations suggérant qu'environ 1000 soldats russes sont anéantis chaque jour, soit tués, blessés ou capturés. L'armée du pays est presque assurée de devenir plus faible et plus petite à mesure que la guerre se prolonge. La situation s'aggrave pour Poutine en comparant les pertes russes à celles de l'Ukraine. Au départ, l'Ukraine a subi de lourdes pertes. Les premiers mois ont été brutaux pour les forces de Kiev, qui peinaient à faire face au poids et à la férocité de l'invasion russe. Avec des ennemis attaquant de plusieurs côtés, les soldats ukrainiens et les courageux volontaires civils ont eu du mal à trouver leur marque. L'échec de la contre-offensive en 2023 a aussi marqué un point bas, causant de nombreuses pertes et blessés parmi les troupes. Cependant, au fur et à mesure que la guerre avançait, l'Ukraine a trouvé des moyens de limiter ses pertes. Elle s'est davantage tournée vers la guerre par drone. Elle a bénéficié d'une aide clé de ses alliés occidentaux, et ses commandants ont adapté leurs tactiques, optimisant les ressources sans imiter la stratégie du Kremlin, qui utilise les soldats comme chair à canon. Ainsi, les dernières phases de la guerre ont été bien meilleures pour l'Ukraine, avec moins de pertes mensuelles. D'une certaine manière, les deux pays ont suivi des trajectoires complètement opposées. L'Ukraine a mal commencé la guerre, mais s'est améliorée avec le temps. La Russie a commencé fort, mais a depuis connu une chute spectaculaire. Que signifie tout cela pour la prochaine phase de la guerre ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'il y a encore beaucoup d'autres contenus comme celui-ci. Donc, si The Military Show vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Devant de telles pertes et des difficultés de recrutement, de nombreux dirigeants comprendraient qu'il est temps de ravaler leur fierté et de considérer des négociations de cessez-le-feu ou de réévaluer leurs objectifs militaires. Mais ce n'est pas le style de Vladimir Poutine. Selon de nombreux rapports, et même des responsables internes du Kremlin qui se sont confiés à des journalistes occidentaux sous couvert d'anonymat, le président russe reste obstinément déterminé à s'emparer du Donbass et à poursuivre la guerre dans un avenir prévisible. Un responsable a affirmé qu'ils ont tenté de convaincre Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre et de garder les territoires conquis. Selon eux, cependant, ils continuent de dire non, je ne peux pas faire de compromis là-dessus. Vladimir Poutine pense même que le Donbass pourrait être conquis d'ici l'automne. Cependant, les données suggèrent le contraire. Parce que les forces russes ne perdent pas seulement des hommes en grand nombre, elles peinent aussi énormément à conquérir du territoire rapidement. Selon les données de l'Institute for the Study of War, par exemple, les forces russes ont capturé environ 220 km², soit 85 miles², en 2026 jusqu'à présent. Elle a à peu près la taille de Seattle.
En réponse, l'Ukraine a réussi à reprendre environ 189 km², soit 73 miles². Cela donne à la Russie un gain net de seulement 31 km², soit 12 miles² en 2026, c'est pratiquement rien. Et le pire, c'est que la Russie a payé un prix exorbitant pour ce quasi-néant. Des estimations indiquent que plus de 300 soldats russes ont été tués ou gravement blessés par km² conquis dans le Donbass cette année. Et le nombre de morts devient en réalité nettement supérieur au nombre de blessés. C'est une très mauvaise nouvelle pour le Kremlin. En fait, c'est presque sans précédent. En général, dans la guerre moderne, les pertes sont principalement composées de soldats blessés. En général, on compte 3 blessés pour chaque soldat tué. Dans certains cas, le ratio est encore plus élevé. En Irak, par exemple, les États-Unis ont subi environ 7 soldats blessés pour chaque mort, ce qui signifie que la grande majorité des pertes du pays n'étaient pas des décès, mais des blessures, et beaucoup de ces soldats ont finalement pu se rétablir complètement ou partiellement et rentrer chez eux auprès de leur famille. En Russie, le ratio s'est inversé. Pendant des années, les tactiques de hachoir à viande ont entraîné plus de morts que la moyenne, avec environ 2 soldats russes blessés pour chaque tué. Mais selon certains rapports plus récents, il semblerait désormais que la Russie subisse 2 morts pour chaque blessé. Des sources ukrainiennes affirmant qu'environ 62% de toutes les pertes russes sont des tués, les 38% restants étant des blessés. C'est l'un des ratios tués-blessés les plus élevés de l'histoire moderne. Bien sûr, les responsables ukrainiens ont de nombreuses raisons d'exagérer ou de sélectionner des statistiques qui correspondent à leur agenda, mais il existe de plus en plus de preuves convaincantes pour étayer leurs affirmations. Et tout cela se résume à une seule chose, les drones. La guerre russo-ukrainienne est largement devenue une guerre de drones. Les lignes de front sont absolument saturées de véhicules aériens sans pilote ou UAV. Ils planent dans le ciel, surveillant le sol pour détecter toute vie, avant de frapper avec précision et en toute impunité les cibles ennemies qu'ils repèrent, opérant non seulement sur la ligne de front elle-même, mais aussi à plusieurs kilomètres de part et d'autre. Ainsi, pour les troupes russes, c'est presque un pile ou face d'atteindre le front en un seul morceau. Pour les rares chanceux, d'autres drones les attendent pour les éliminer. De nombreuses personnes meurent sur le coup lors des explosions de drones kamikazes. D'une certaine façon, ce sont les plus chanceux. Les blessés restent souvent coincés dans le no man's land, saignant lentement, sans possibilité de secours ou d'évacuation. Car les secouristes russes doivent aussi traverser ces territoires dangereux, évitant des essaims de drones, rien que pour s'approcher suffisamment, afin d'apporter une quelconque aide à leurs camarades blessés. Comme le souligne Phillips O'Brien, professeur d'études stratégiques et directeur de l'école des relations internationales à l'université de St. Andrews, si les Ukrainiens tuent 2 Russes pour chaque blessé, ce serait remarquable en temps de guerre. Cela ne me paraît pas invraisemblable vu la précision des drones FPV et la difficulté d'évacuer les soldats blessés sur le champ de bataille. Ce problème ne concerne pas seulement la Russie. L'Ukraine doit également faire face aux drones ennemis le long des lignes de front. Elle doit aussi se préoccuper de la façon d'évacuer les soldats blessés sans mettre davantage de vie en danger ce faisant. Contrairement à la Russie qui persiste avec des tactiques coûteuses, traitant ses troupes comme de la chair à canon, l'Ukraine s'est adaptée. Elle a trouvé des moyens plus intelligents et plus efficaces de résoudre les défis auxquels elle a été confrontée, comme l'utilisation de véhicules terrestres sans pilote pour aider aux évacuations, par exemple. L'Ukraine a aussi devancé la Russie dans la course aux drones, créant un arsenal de drones plus varié et plus redoutable pour déjouer et submerger son adversaire. C'est la différence la plus essentielle entre les deux camps. La Russie constate les problèmes, mais ne cherche pas de solution, envoyant juste plus d'hommes en espérant qu'ils finiront par disparaître. L'Ukraine voit les problèmes et trouve des moyens de les résoudre. Elle ne se contente jamais de l'existant, cherchant toujours à s'améliorer, à devenir plus efficace et à minimiser ses pertes. Tout cela signifie que les tendances observées jusqu'ici en 2026 vont probablement continuer. La Russie va continuer à perdre plus de 30 000 soldats par mois. En fait, les chefs militaires ukrainiens sont impatients de faire grimper ce chiffre encore plus haut, jusqu'à 40 000 voire 50 000 d'ici la fin de l'année. S'ils parviennent à s'approcher de cet objectif, ce sera dévastateur pour le Kremlin. La Russie aura presque certainement du mal à recruter des soldats en quantité suffisante pour compenser ses pertes, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le peuple russe a peut-être été dupé au début de la guerre, mais après 4 ans et de nombreux échecs, beaucoup voient désormais à travers les mensonges du Kremlin.
Ils savent que la guerre est un désastre et beaucoup ne veulent plus y être mêlés. Même ceux qui s'engagent ne sont pas les meilleurs. Souvent, ce sont des personnes issues de minorités ethniques qui se sont senties poussées à combattre, des malades, des gens ayant un casier judiciaire, ou des étrangers qui ne parlent pas un mot de russe, ou des personnes pensant n'avoir d'autre choix, mais sans la moindre expérience ni formation militaire. Alors, lorsqu'ils arrivent en Ukraine, la grande majorité continuera de mourir, rejoignant les centaines de milliers de leurs compatriotes qui sont déjà tombés avant eux. Ainsi, l'armée russe deviendra progressivement plus petite et plus faible, et Poutine ne pourra arrêter ce déclin qu'avec une mobilisation massive qui provoquerait une colère extrême dans la population. Avec la popularité de Poutine en chute libre, il ne peut vraiment pas se permettre de s'attirer davantage la colère du public, ce qui le laisse coincé entre le marteau et l'enclume, sans issue évidente. À mesure que l'armée s'affaiblit, ses progrès continueront très probablement de stagner et de s'enliser le long des lignes de front, avec seulement de minuscules poches de terrain capturées en échange de milliers de vies perdues. Cela pourrait à son tour offrir des opportunités aux forces ukrainiennes. À mesure que l'ennemi faiblit, il pourrait plus facilement reprendre du territoire, repoussant les Russes et anéantissant les espoirs de Poutine de capturer tout le Donbass d'ici la fin de l'année. Il faut aussi noter que l'Ukraine a ses propres problèmes. Comme l'a dit récemment Lawrence Friedman, professeur d'études sur la guerre au King's College de Londres, si la Russie fait face à de nombreux problèmes, l'Ukraine en a aussi de sérieux. Le principal problème est que Kiev ne parvient pas à recruter assez de soldats, rendant la ligne de front poreuse et surtout surveillée par des drones. Ainsi, les deux camps sont confrontés à des difficultés de recrutement, et si l'Ukraine n'obtient pas les soldats dont elle a besoin, elle pourrait elle aussi avoir du mal à progresser sur le front. Cependant, dans l'ensemble, la Russie a actuellement des problèmes bien plus importants et nombreux que l'Ukraine. Ses pertes sont énormes, ses progrès sont lents, son économie est en crise, sa direction est en plein chaos, ses alliés l'ont abandonné. Et l'homme qui dirige tout cela, Vladimir Poutine lui-même, semble de plus en plus déconnecté de la réalité. 500 000 de ses compatriotes sont déjà morts, et il ne semble avoir aucun scrupule à sacrifier des centaines de milliers d'autres. La seule question qui reste est de savoir combien de temps le reste de la Russie va tolérer cela. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont la guerre tourne en faveur de l'Ukraine dans cette vidéo, qui explore la récente frappe réussie de Kiev sur la base navale de Novorossiysk. Regardez cette vidéo pour voir comment l'Ukraine a localisé et détruit une base du renseignement russe, neutralisant jusqu'à 100 soldats et officiers ennemis. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de contenu similaire, et merci de regarder.